moi, je me souviens de cet état d'esprit qu'on avait mi-novembre, en novembre, non, c'était même tout début novembre 2021, qu'on était tout en haut, que pouvait se profiler de la cassure technique haussière. Et après, il a fallu quand même plusieurs semaines pour comprendre qu'on entrait dans une vague corrective. Il y a eu une séance de liquidation, je me souviens, qui nous a ramené à 45, mais il y avait encore plus ou moins l'espoir. Et là, j'ai le sentiment qu'on est en train de commencer la même chose, mais à l'envers. On commence à avoir des ruptures haussières, mais ça paraît tellement sombre depuis un an qu'il va falloir plusieurs semaines pour se dépatouiller et que le consensus se mette à être optimiste. Mais bon, on va en parler en tout cas. Ouais, Je sais c'est la pas si. fameuse Voilà. petite phase de déni possible au début d'un nouveau cycle où, quand bien même, voilà, on aurait une mise en place plus tard de ce que nous on qualifierait d'une base technique où la volatilité se calme un peu, où on a un double creux qui est en train de petit à petit naître potentiellement. Eh bien, ça prend des mois, voire des trimestres. Et c'est vrai que la première fois où on commence à renverser un peu la polarité, il y a aussi un switch mental à faire. Comme tu dis, ça fait un an qu'on nous annonce de nouveau que c'est la catastrophe absolue. Là, la rentrée n'y a pas coupé avec tout ce qui s'est passé, à la fois d'un point de vue énergétique et tous les déroulements géopolitiques, voire monétaires avec la Fed qui a rythmé le tout. Et là encore, ces jours-ci, c'est demain, si je ne dis pas de bêtises, qu'on a une première déclaration de la Fed et puis une semaine plus tard. Si Alors je oui, alors on a l'inflation américaine demain et la vraie décision de politique monétaire, ce sera mercredi 21. Et puis Voilà. oui, pour rebondir sur ce que tu disais, tout au long de l'été, tout le monde annonce le pire cet hiver. Pour le marché crypto, tout le monde annonce 10 000. Et c'est pourquoi là, il y a un début de rebond depuis jeudi, vendredi. Il n'est pas anodin. Il y a de l'action des prix. Il y a des structures de prix qu'on n'a pas vues depuis plus d'un an. Ça ressemble à un démarrage des phases de bull market. Attention, je ne dis pas que le bull market a commencé. Me faire taper sur les doigts sinon. Mais il y a un début de quelque chose. Il y a du déni, il y a un consensus archi pessimiste. Allez, le pire des cas, ça va rechercher 25, boum, on échoue, effectivement, on se fera peur. Le cas intermédiaire, mais on va parler plus en détail, on dépasse 25, double creux, tu en parlais, et on fait 30. Et là, il y a une grosse résistance, 30-32. Et alors, le cas optimiste auquel personne n'est prêt à parier un centime de token, c'est de rechercher les records historiques d'ici le prochain halving. Enfin, on va parler de tout ça. Je ne sais pas si tout le monde est arrivé, mais voilà. Là, c'est en train d'arriver, ouais, gentiment. On est 400 à peu près, donc je pense que les notifications sont parties. Et pour introduire tout ça, c'est quelque chose que je viens tout juste de voir passer du côté de Twitter et qui a quand même sa petite importance au niveau du réseau du Bitcoin. On vient de faire un nouveau point haut de hash rate, un all-time high. Donc ça aussi, c'est tout simplement un des signaux majeurs que le réseau du Bitcoin se porte mieux que jamais et qu'il n'y a rien, en tout cas pas même les États, pas même tout ce dont on a discuté d'un point de vue de la régulation précédemment, qui a l'air de potentiellement se mettre en travers de la route de Bitcoin. Ce qui avait fait chuter le hash rate, ça a été le premier rejet, c'était au printemps 2021, c'était les déboires du mining en Chine. Mais oui, là, j'ai l'impression que c'est plus tellement dans l'air du temps de voir un grand pays majeur faire prendre ce type de décision. Bon, après, on verra, hein, restons prudents. Mais c'est justement là où je pense que d'ailleurs The Merge peut avoir un effet psychologique parce que on tape beaucoup sur le marché crypto par rapport à la consommation d'électricité. Alors bien sûr que Ethereum n'est pas le seul et l'unique, mais il y a un narratif qui pourrait se faire à partir de là sur le fait que désormais, c'est plus aussi énergivore qu'avant. Enfin, on verra. Je pense que là, on est en début septembre. Il y a le début d'une phase haussière intéressante avec des caractéristiques techniques inédites en termes de volume et de prix inédits, c'est-à-dire plus vues depuis un certain temps. Il y a le narratif des collapsologues global macro cross asset qui est devant nous. On se dit que là, c'est compliqué. Il y a l'aspect géopolitique, n'est jamais à l'abri de la décision d'un fou. Mais en même temps, si on regarde purement et seulement les faits techniques, il y a une bonne petite odeur. Donc, voilà, je pense qu'on va parler de tout ça pendant une heure.
Mon cher Oui, CM, je te laisse tout à me fait. guider. Eh bien, on peut déjà commencer justement, je pense, par ce qui drive un peu le macro actuellement et dont on a fait brièvement déjà un résumé, c'est-à-dire plusieurs points déjà d'un point de vue de la politique qui a été prise par la Fed, d'avoir un quantitative tightening assez voilà resserré, une hausse des taux qui est quand même assez assez marquée, et l'Europe qui a réagi dans un second temps un peu à retardement, mais qui a quand même fini par réagir. Donc c'est vrai que dans la foulée, on a eu un dollar qui était extrêmement fort, un dollar qui est venu chercher au-delà de 110 points pour le DXY. Et Ouais, depuis je vais te quelques montrer jours, d'ailleurs. là aussi, c'est un Je le peu montre à notre l'écran pendant alignement. que tu décris. Oui, oui, oui. C'est un peu notre alignement des étoiles quasi parfait en ce moment. C'est une configuration qu'on aurait pu attendre un bon moment et qui est en train de se présenter avant même de parler du merge de Ethereum ou de quoi que ce soit d'ailleurs. Qui dit un dollar qui va finir par s'affaiblir, on l'espère en tout cas, c'est ce qu'il a l'air de nous démontrer ces derniers jours, dit des capitaux qui peuvent re-rentrer sur le marché action, voire le marché considéré encore aujourd'hui à risque comme les cryptos. Et c'est ce qu'on a très bien observé ces derniers jours avec tantôt en premier lieu Ethereum qui a quand même bien poussé ces dernières semaines et qui a été en quelque sorte le lead. Et je pense que dans quelques instants, c'est aussi ce qu'on était en train de se dire en off juste avant. On discutera de les alts contre Bitcoin, mais aussi désormais les alts contre Ethereum, puisque on a quand même une transition qui est en train d'arriver qui devrait transfigurer à tout jamais le paysage crypto et Ethereum en tête de liste, bien évidemment, puisque c'est lui qui est considéré autour de ça. Mais voilà, pour le départ, on est arrivé à un carrefour, si je puis dire, dans lequel le dollar est en train de se montrer topiche et on pourrait derrière avoir quelque chose d'un peu plus sérieux au niveau d'un marché crypto dans lequel le déni règne. En tout cas, le déni de se dire à la fois non, je veux pas que ça reparte parce que j'ai pas assez accumulé, et aussi ce déni de se dire, comme tu le présentais très bien il y a quelques instants, Vincent, ça fait un an qu'on se fait malmener sur les marchés et c'est très dur de voir cette petite lumière qui est enfin apparue au bout du tunnel. Oui, alors elle vient d'apparaître, effectivement. Espérons que ça s'agrandisse et qu'on en sorte. C'est une bonne idée d'avoir commencé par le dollar, cher CM, parce que c'est un peu le baromètre ultime. Alors, c'était d'abord le baromètre du resserrement monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. Le dollar qui avait fait son renversement haussier sur le marché, alors vous l'avez sous les yeux, là, sous la forme des bougies japonaises mensuelles, qui avait fait son renversement noté au printemps 2021, qui avait été d'ailleurs au passage un top de marché sur le marché, un des deux tops de marché sur le marché crypto. Le dollar a commencé son renversement haussier plusieurs mois avant que la Fed ne relève ses taux. Le dollar commencera son renversement baissier, si ce n'est pas déjà fait depuis une semaine, lorsque le marché cessera d'anticiper, lorsque le marché aura une vision sur l'aboutissement des hausses de taux de la Fed. C'est bien ça qu'il faut avoir en tête. Quand bien même le taux d'intérêt des Fed Funds passerait d'ici la fin de l'année de 2,50, sa valeur actuelle, à 4%, si le marché sait et l'anticipe, c'est déjà dans les cours. C'est comme ça que ça marche. Alors, il n'y a pas une corrélation 100% parfaitement inverse entre le marché crypto et le cours du dollar américain. Mais si cela devait se confirmer, à savoir un top de marché important, d'ailleurs pas au contact de n'importe quel seuil technique de long terme, mais si cela devait se confirmer sur le dollar américain, une sorte de récent bull trap en données journalières, ce serait un des premiers indicateurs qui viendrait conforter d'un point de vue cross-asset ce qu'essaye de faire le marché crypto, parce que finalement, on n'a pas besoin du dollar. On voit bien ce que tente de faire le marché crypto. Euh, c'est les bases de l'analyse chartiste. Je pense que quelqu'un qui connaît l'analyse graphique de base reconnaît l'amorce de ce qui pourrait être une pattern en double bottom. Alors attention, c'est pas parce qu'on tient deux fois à support que c'est un double bottom. On peut simplement faire un range 19, 20, 25. Ça peut être un gros rectangle de continuation baissière à la fin. On ne sait pas. On verra bien lorsqu'on rattaquera la ligne de coup. On a flirté un peu avec elle mi-août et puis finalement on a rejeté. Ce que je retiens, moi, c'est quoi? C'est que au moment où le dollar semble avoir fait un bull trap et redescendre sur un niveau de long terme, le marché crypto nous a presque fait un bear trap. Regardez, je passe en cours de clôture
je suis sur le contrat futur perpétuel. Alors c'est très très marginal, mais il y a eu un micro cours de clôture en dessous des plus bas de l'été dernier. Je vais repasser en bougie japonaise. Tous les points hauts du Bitcoin ont été précédés de pièges. Bull trap, ici, il était superbe, celui de novembre dernier. Ou encore ici, bull trap, celui de mars 2022. Alors ici, il n'y a pas eu vraiment de bull trap, c'était une structure en biseau ascendant. Mais là, voilà, on a quelque chose qui, pour une fois, est un piège, donc un trap, mais qui est à l'envers, un bear trap. Alors, c'était précédé, ce n'était pas vraiment un piège au sens du momentum parce qu'il y avait une divergence, il y avait des éléments. Et voilà, je pense que ce qui se passe depuis quelques séances, personne ne l'attendait, surtout que c'est la rentrée. Alors, bien sûr qu'il y a l'impact du dollar, mais ça n'explique pas tout. Voilà, donc ça, c'est, je pense, le début de la conversation. En gros, on va aller plus en détail, mais pour moi, les scénarios pour le Bitcoin d'ici la fin d'année, allons dans le vif du sujet. On a vraiment une pattern de reprise en double creux. On va chercher la ligne de coup, on la dépasse et on retape cette trendline et la moyenne mobile à 200 jours autour des 30, 33. Il y a une grosse zone de liquidité dans cette zone. Et ici, voilà, on n'est pas à l'abri d'avoir derrière l'ultime rejet, effectivement, vers les fameux 14 ou 10 que beaucoup attendent. Mais on est peut-être en train de faire vraiment le point bas sur un gros niveau. Je vous rappelle que ces 19-20 000 dollars correspondent quand même à l'ex-ATH, que j'ai mis ici en cours de clôture en pointillé, que l'on a tenu à plat pendant 3 mois. Ça me rappelle un peu, moi, ce que le marché avait fait au premier trimestre 2019, à une époque où tout le monde visait un retour à 1000. Là, à l'époque, et maintenant, pour nous, tout le monde visait un retour à 10 000. Bon, restons calmes, restons sereins. Je vous montre un petit truc. Le mois n'est pas fini, ça compte pas encore. Regardez-moi cet histogramme du MACD mensuel sur le Bitcoin. Alors là, c'est l'index Bitcoin, où on aurait, si le marché maintient ce qu'il fait ce début de mois, à la fin du mois, un premier renversement haussier de l'histogramme, alors qu'il y a l'écart entre la ligne de MACD et sa ligne de signal, un premier renversement haussier de la ligne de signal qui rappellerait février 2019, qui rappellerait mars 2015. Alors, c'est pourquoi ce mois de septembre, pour moi, il va tout dire. On aura la réponse, en fait, avant le cœur de l'hiver. Ce mois de septembre, si le marché va nous chercher 24, 25, et qui s'y maintient, moi, j'affirmerais, sauf signe noir, sauf fait affectionnel. Forcément, si quelqu'un appuie sur le bouton de la bombe atomique, tous ces beaux graphiques finiront comme tout le monde, en cendres. Mais sauf fait exceptionnel, si le mois se clôture vers les 25, moi je dis point bas, fait, boum. Et le rêve des 10 000 dollars, on peut toujours en rêver. Mais nous sommes le 12 septembre, on en parlait avec Sam tout à l'heure, lorsqu'on commence à regarder un peu le schéma technique du moment, on commence à avoir envie de croire à quelque chose. En plus, il y a du volume, ça réaugmente. Il y a des gérants, il y a eu des gérants importants qui... Je regardais, et puis après, je te redonne la parole, cher CM, parce que là, je crois que je fais un monologue. J'espère que vous êtes toujours connectés. Je voulais vous remontrer des fonds institutionnels, l'analyse technique. Regardez ici, par exemple, le Grayscale Bitcoin Trust. Là aussi, ça commence à être intéressant. Le piège, on le perçoit un peu mieux. La divergence, on la voit. Et je trouve que sur plus que les autres, c'est un énorme fond. Je trouve qu'il y a l'amorce de ce qui pourrait être une structure d'accumulation de type Wyckoff, où nous aurions eu en fait, tout début septembre, le fameux bear trap, le spring, et nous serions dans la première étape du sign of strength. Allons chercher 25 000 pour affirmer ça, mais voilà, je cesse de parler, mais ce que je veux dire, c'est que il y a, mais seulement d'un point de vue technique, des choses qu'on n'a pas vues depuis, c'est peut-être, je vous remontre ça, voilà, qu'on n'a pas vu depuis juillet 2021, où c'était reparti un peu comme ça, de la même façon. Vous voyez le parallèle entre les deux moyennes mobiles? Enfin, à voir, à confirmer. Qu'en penses-tu, cher Seb? Eh bien, j'en pense que déjà, c'est assez exceptionnel, une fois de plus, ce qui est en train de se dérouler. Pourquoi? Puisque le mois de septembre, et je crois que c'était un de tes graphiques aussi, est historiquement un des mois les plus pourris pour le marché crypto, depuis plus de 10 ans, pour le Bitcoin en tout cas.
Et c'est vrai que si là, on vient à avoir un mois de septembre qui est pas si horrible que ça laisse quand même pas mal d'espoir pour avoir un Q3, Q4, c'est-à-dire les 2 derniers trimestres là que nous allons du moins traverser. Voilà, plutôt positif. Et le tout, quand j'essaie d'avoir une image un peu plus globale, quand on parle de fonds, quand tous les 4 matins, j'ouvre Twitter et je vois encore tout à l'heure qu'il y a un fonds de 200 millions qui s'est créé pour abonder là-dedans, je me dis que les 1000 milliards que constitue la capitalisation totale, c'est-à-dire vraiment le tout à ce jour ne pèse que 1000 milliards. Alors, pour notre, on va dire, échelle d'être humain, 1000 milliards, c'est complètement fou. Quand on parle de marché financier, c'est une micro-goutte d'eau dans l'océan de la finance traditionnelle. Oui, l'or est à 10 000. Oui, 10, voire... en fait, c'est souvent le petit... comment dire, le petit sujet à discussion sur certains qui disent il faut compter que l'or liquide, c'est-à-dire celui qui est échangeable, etc. Celui de la finance financière ou Voilà. financière. Quoi. Et là, apparemment, des ETF en gros. On serait entre 7 et 8 000. Et ceux qui considèrent le global, incluant justement tous les contrats dérivés en plus du physique, apparemment, on monterait entre 12 et 15 000 milliards pour le gold au total. Parce que finalement, le marché crypto n'aura jamais représenté plus de 30% de cet ensemble. On doit être à... Même pas, on a dû faire 3 000... Oui, c'était 3 000 tout pile. On a buté à 3 000, ouais. Je me dis que, ouais, on a eu quand même un bear market qui était bien marqué. On n'a peut-être pas eu les targets baissières que certains auraient aimé, mais comme d'habitude, ça, c'est un truc qui est strict et qu'on a vu à chaque itération de baisse. Si on nous donne 20 000, les gens vont appeler 15 000 et vont attendre 10 000 et ainsi de suite. Et je veux dire, ça, c'est mathématique. Quand on a eu la cascade de liquidation de Free Arrows Capital sur Ethereum, j'avais fait un statut sur Twitter en disant, mot pour mot, hein, les gens qui ont eu la chance d'acheter Ethereum sous $1000, là, vous êtes vraiment plutôt pas mal. Et je m'étais fait moquer sur Twitter quand j'ai dit ça. Que Ether moi, je t'applaudis parce que c'était peut-être le best point d'achat ever. Eh bien, peut-être. Non, mais voilà, mais c'est vrai qu'à cette période... À moins que The Merge, ça se passe mal, mais ce qui est, je pense, informatiquement quasi impossible, je pense qu'on verra pas le TH sous les 1000. Voilà, eh bien c'est vrai qu'on a eu ce moment de flottement à 800 puis $1000 et on se disait tous si un Bitcoin va à 10 ou 15 000, on reverra Ether à 400 voire 350 et ça paraissait complètement farfelu, mais à partir du moment où on rentre dans cette spirale de négativité et tant qu'on est sur les réseaux sociaux, on finit par presque s'en convaincre soi-même, c'est très très difficile de relever le manche et de se dire ok, il n'y a pas tout qui va si mal. Et c'est pour ça que ça demande un gros recul et que ça nécessite un gros recul. Et c'est aussi pour ça que au plus les réseaux sociaux sont pessimistes en général, au plus de l'autre côté sur les émissions et tout ça, j'essaie de garder mon biais optimiste. Alors ça reste un biais qui est tout à fait reconnu et certains diront un peu permaboule, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui est, je pense, une certaine nécessité, puisque si on s'intéresse au marché crypto, qu'on est là aussi un minimum pour ce développement positif de technologie et qu'on veut le voir gravir les échelons, je ne vois pas pourquoi je partirais avec un biais pessimiste, à la fois tant pour mon investissement de spéculateur, que je veux voir se développer positivement, parce que je fais partie des quelques-uns, peut-être que la majorité fait autre chose, ou voilà, mais qui ne shortent pas le marché crypto. Je ne recherche que des achats. C'est-à-dire pendant l'année ou les 2 ans où il y a le bear market, eh bien, je mets un peu en pause mes investissements, ou du moins je commence à les réagréger en termes d'accumulation, mais je ne cherche pas de position vendeuse sur le marché crypto, puisque déjà je hold des positions long terme en spot et voilà, divers autres staking et tout ça. Je pourrais très bien me couvrir sur les options, sur les futurs, en faisant du short et en essayant d'absorber certains delta et tout ça. Mais jusqu'à présent, j'en ai pas spécialement ressenti le besoin et d'autant plus que
on le répète quasiment à chaque live et chaque émission, le marché crypto se prête très bien malgré tout à être plutôt investi d'un point de vue de l'investisseur long terme, plutôt que d'essayer de faire systématiquement du trading court terme où on va dépenser beaucoup trop d'énergie par rapport aux gains latents et où on risque de se prendre en plus les pieds dans le tapis. Donc, pour moi, comme tu l'as très bien décrit et ce graphique est super parlant en mensuel, on est revenu sur un RSI mensuel qui était aussi bas que les 2 cycles précédents. On a eu une amplitude qui était peut-être légèrement moindre en termes de pourcentage. C'est pour ça que certains appelaient Bitcoin à 10 ou 15 000. On n'a fait que 72 ou 74% de retracement sur ce cycle, Alors, je crois. il est là, il est sous les yeux, tu l'as sous les yeux là. Voilà. Donc un tout petit peu moins peut-être qu'au cycle précédent, mais c'est aussi consécutif à 2 choses. Premièrement, on commence à capitaliser beaucoup plus que par le passé. Deuxièmement, la poussée de Bitcoin sur ce cycle a été pour certains un peu en demi-teinte. C'était presque un échec que nous n'ayons pas tenté les 100 000 dollars. Donc, c'est vrai que tout mis bout à bout, ben, un peu moins dans un sens, un peu moins dans l'autre aussi. Et plus on capitalise, moins on devrait avoir de volatilité, et ce, tant à la hausse qu'à la baisse. Alors moi, merci pour toutes ces explications et je te rejoins sur tout ce que tu as dit sur la partie trading investissement. Et pour revenir sur ce que tu viens de dire à l'instant, les fameux 100K, les fameux 100 000 dollars. Moi, je pense que si on imaginons le point de vue le plus optimiste possible, je suis même pas certain que là, imaginons, c'est-à-dire le point de vue le plus optimiste possible, c'est que le bull run a commencé la semaine dernière. Je dis pas que je pense ça. Je dis que c'est le point de vue le plus optimiste possible. Je pense que même dans ce cas de figure-là, mais là, c'est vraiment lié au contexte, mais en fait, à beaucoup d'autres aspects, et limite, tant mieux. On n'ira pas chercher les 100K dans un premier temps. Je me demande même si on ira les chercher avant le prochain halving. C'est en 2024. Je dis pas Ça de sera bêtises. printemps 2024, ouais. Printemps 2024. Puisque ce marché s'est institutionnalisé, s'est élargi, et maintenant les alts ont une place quand même énorme, voire peut-être maintenant dominante, je pense qu'il y aura des étapes et il y aura sûrement des cibles intermédiaires. Donc pour moi, le meilleur scénario possible, c'est déjà revenir chercher l'ex-ATH, les 69-70. Alors après, est-ce qu'on peut faire un trading range 20-70 jusqu'au prochain halving? Je suis pas sûr qu'il reste suffisamment de temps, ou sinon là, il faudrait vraiment remonter très vite et se refaire peur vers les 30-40 et repartir. Mais je ne serais pas surpris finalement qu'au moment où aura lieu le prochain halving, on soit plus ou moins au contact de l'ex-ATH, voire peut-être 80. Bon, là, je joue à Madame Irma, mais tu vois ce que je veux dire? Je pense que comme maintenant Bitcoin n'est plus dominant, ce n'est plus lui qui aura, il n'aura plus les mêmes phases verticales que par le passé. Bon, Je suis tout à fait d'accord. je suppute des trucs là. Non, On verra. Mais c'est tout à fait quelque chose dont on a discuté aussi une ou deux fois là, les derniers lundis, notamment avec Marc, qui qualifiait ça finalement pour Bitcoin d'une plus petite part de marché dans un plus grand gâteau. Donc ça ne veut pas dire que Bitcoin ne va pas continuer à progresser, bien évidemment, et qu'on l'espère tous, on viendra chercher un jour ou l'autre les fameux 100 000 et peut-être plus. Mais ça veut juste dire que Bitcoin a quand même une antériorité depuis plus de 10 ans et on l'a vu au niveau de la dominance, et ça sera peut-être d'ailleurs le switch vers le sujet suivant qui vient de se rattacher ici juste à son support et aux branches. On a eu un joli rebond autour de 39-40 de dominance Bitcoin, aura tendance au prochain cycle normalement à être à nouveau cassée à la baisse, cette fameuse dominance qui petit à petit finira par laisser, et peut-être un jour à Ethereum bien plus de place aussi, qui est actuellement autour de 20%, entre 20 et 21% de dominance, et qui est progressivement, malgré tout, en train de rebattre les cartes, puisque quand bien même on a un sursaut là, au moment où nous discutons de Bitcoin qui sur support ne se laisse pas faire, et c'est tout à fait légitime pour aussi reprendre le contre-pied de marché où tout le monde ne regarde en ce moment que dans une seule direction, c'est-à-dire le merge et c'est-à-dire Ethereum. Je trouve ça plutôt louable et logique que c'est le moment choisi parfait pour que Bitcoin nous fasse un petit rebond. Mais c'est ça qui est hyper intéressant. Voilà. Ce qui est hyper intéressant, c'est que la dominance là nous fait un petit rebond. En général, la dominance du BTC nous fait des vrais beaux rebonds dans les phases d'aversion au risque, quand les alts se font massacrer. Là, la dominance du Bitcoin le fait parce qu'elle est revenue sur un support historique
mais dans le cadre de son propre rebond. C'est pour ça que pour moi, quelque chose a changé et qu'on a pu. C'est un marché jeune, on s'était habitué à certains baromètres et je pense que certains vieux baromètres ne vont plus forcément fonctionner. Donc il faudra les lire différemment. Tout à fait. Et en plus, comme le disait encore John Bollinger, je ne sais jamais comment on dit, Boulanger, mais tu me feras dire. le créateur des bandes de Bollinger, il disait que peut-être techniquement, il faudrait même considérer Ethereum, suite à sa transition en Proof of Stake, comme un nouvel actif d'un point de vue de ce qu'on pourrait en faire au niveau de la lecture technique. Et moi, je pense que même d'un point de vue fondamental, on pourra le considérer peut-être comme, peut-être pas un actif nouveau, on va pas pousser le bouchon trop loin non plus, mais comme quelque chose qui va vivre désormais sa vie. En fait, c'est ce sentiment aussi qui, en ce moment, est difficile à percevoir, du fait que, au-delà de cette transition de Ethereum du Proof of Work vers le Proof of Stake, c'est la première fois, au travers d'une mise à jour technologique, qu'on a aussi une remise en question au niveau de comment va être perçu l'actif, fondamentalement parlant, par les fonds de gestion, etc. Et ce qui pourrait littéralement rebattre les cartes de la perception du réseau Ethereum et de l'Ether en tant que tel. Donc, est-ce qu'on va avoir ce fameux avant-après avec justement désormais Ether qui vivra littéralement sa propre vie dans les prochaines années? C'est en tout cas ce que j'espère et qui démontrerait même, j'ai envie de dire, que le marché crypto a grandi drastiquement et a mûri et est prêt à se séparer de son unique leader qu'est Bitcoin. Bitcoin restera Bitcoin. Je n'ai pas envie de faire une crise d'épilepsie ou de cardiaque au Bitcoin maximaliste. On reconnaît Bitcoin et on n'a aucun souci avec Bitcoin, mais je pense que pour l'intégralité du marché, avoir une petite décorrélation au moins sur le top 10 ou le top 5, ça pourrait permettre quand même petit à petit d'avoir quelque chose d'un peu différent, en tout cas. Oui, puis j'ai envie de dire, là, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, que la finance institutionnelle s'y prépare déjà depuis plusieurs années. Au niveau des produits dérivés, bien sûr, que tout a commencé par le Bitcoin. Ça a commencé par les contrats futurs. Après, forcément, tu as les contrats futurs, tu peux avoir des contrats d'options. Et puis après, ça s'est amorcé dans quelque chose de plus grand, que ce sont des fonds. Alors, des fonds de différentes natures sur le plan juridique. Mais en fait, l'offre, elle est présente. Elle est présente sur Bitcoin. Elle l'était déjà il y a 3-4 ans, même courant 2018. Et progressivement, elle est arrivée sur l'Ether. Ce que je veux dire, en fait, c'est que l'offre, elle existe maintenant, elle existe déjà. Et que finalement, ça va être qu'un arbitrage en termes de volume. Alors là, je n'ai pas les données récentes de ce qu'on appelle l'open interest global sur les contrats futurs BTC et ETH et les contrats d'options BTC et ETH, mais l'offre existe et en termes de quantité, elle est déjà quasiment équivalente. Donc effectivement, moi je pense que la première étape, ça va être je m'amusais à jouer avec les mots quand on parle de the merge, moi je parlais de la convergence. On va avoir une convergence entre la dominance Bitcoin et Ethereum. Et c'est pourquoi moi je pense que là, le petit rebond de la dominance du BTC, c'est qu'un petit rebond parce que c'est un gros seuil, mais je ne serais pas surpris de l'avoir basculé en dessous. Pas forcément tout de suite, parce que là, dans une phase qui s'amorce sur le BTC, qui va aller chercher 25, mais il va à un moment ou à un autre rencontrer des résistances, va passer le relais à ETH et aux alt, et je pense que c'est là que va se faire la convergence. Alors, est-ce que la convergence, c'est-à-dire l'égalité entre la dominance Bitcoin et Ethereum, va se faire cette année? Moi, j'ai quelque chose qui me dit que oui. C'est aussi le scénario qui peut se défendre d'un point de vue, je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais d'un possible flipping en termes de capitalisation, de market cap. Et c'est vrai que on pourrait avoir là aussi, mais ça reste tellement hypothétique au moment où on en parle et abstrait, c'est le bon mot peut-être, abstrait tant que ça n'arrive pas, d'avoir un actif comme ça qui pourrait se hisser premier devant Bitcoin, que ça soit temporairement ou à plus long terme. Et c'est vrai qu'à ce jour, quand bien même, c'est ce que je viens de dire à l'instant en plaisantant, mais c'est aussi quelque chose qui peut s'entendre de façon tout à fait raisonnée et raisonnable. On reconnaît à Bitcoin ce que Bitcoin est, a créé la philosophie et le gardien du temple quelque part. Tout a commencé ainsi et on lui reconnaîtra à jamais. À ce jour, peut-on faire plus de choses avec le réseau Ethereum, c'est-à-dire palpable, tangible, au niveau des contrats, au niveau de tous les champs applicatifs, ou sur Bitcoin? Et à partir de là,
Malheureusement, la question, elle se répond d'elle-même et c'est quelque chose où on a plus de valorisation et on a plus de valeur qui va être captée maintenant et au travers du temps, si tout va bien après le merge, du côté du réseau Ethereum. Et c'est une fatalité qui est absolue. Je veux dire, on ne peut pas foncièrement continuer à se dire « Ah ben non, il ne faudra voir que par Bitcoin, il n'y aura toujours que Bitcoin ». C'est quelque chose qui aussi récemment, c'est un peu une phrase aussi qu'avait eu Marc ou notre ami Bitcoin qu'on avait reçu aussi précédemment. Il avait dit que Ethereum, notamment Vitalik Buterin, qui est le créateur quelque part de Ethereum, il n'était pas tout seul bien évidemment, mais voilà, c'est lui qui a amené le gros quand même du code sur le tapis. Ethereum est la résultante du fait que Bitcoin s'est renfermé sur lui-même. Il ne devait pas y avoir tant d'altcoins que ça à l'origine, il ne devait pas y avoir d'altcoins tout court d'ailleurs, mais à partir du moment où le Bitcoin et la communauté Bitcoin ont décidé que Bitcoin resterait tel qu'il est, immuable, ils ont apporté des petites modifications positives, le Lightning Network et diverses autres stratégies qui pourraient amener un peu de vélocité, de capacité et des choses très intéressantes sur le réseau Bitcoin. Mais à partir du moment où ils ont voulu aller plus loin, toutes les portes se seront refermées malheureusement. Et c'est de là qu'est né littéralement Vitalik, qui était pro-Bitcoin. Il a dit on ne peut pas avancer sur Bitcoin, la communauté ne nous veut pas. Et il a lancé littéralement ce qu'est devenu Ethereum. Donc, et tu penses que maintenant, il y a encore une fracture entre les deux communautés? Oui, mais littéralement. Les bitcoins maximalistes, pourtant, il y en a plein qui sont très intelligents, très justement axés sur le côté communauté et tout ça. Je veux dire, les bitcoins maximalistes, c'est des personnes comme tout le monde. C'est pas des mecs à part qui sont enfermés derrière leur ordinateur toute la journée à espérer du mal au reste de la communauté, loin de là. Mais j'ai la sensation qu'effectivement, il ne faudrait qu'il y ait que Bitcoin qui existe, qui domine et qui capte l'intégralité des flux pour convenir à la communauté. Ils doivent être une minorité. Ils doivent être une minorité maintenant. Eh bien, c'est bien ça le problème, c'est que petit à petit, je parle de sensation parce que je ne peux pas me prononcer, bien évidemment, au nom des bitcoins maximalistes que, en plus, je ne fréquente pas spécialement. Donc, si ça se trouve, je raconte des bêtises, mais c'est le sentiment que j'ai eu sur les réseaux sociaux et le sentiment que j'ai eu en regardant divers meet-up où ils ont pu s'exprimer. Et en gros, c'est vraiment tout simplement le fait que le marché s'est énormément trop dilué sur ce qu'on appelle aussi vulgairement des shitcoins, puisque une bonne majorité des altcoins, on ne va pas se dire le contraire, ne sert strictement à rien. Et en gros, toute cette captation de valeur, on va dire annexe un peu, qui a tendance à partir un peu dans tout et n'importe quoi, pour eux, si tout convergeait vers Bitcoin, Bitcoin ne s'en porterait que mieux et tout irait bien dans un monde parfait. Et voilà. Donc moi, je comprends le point de vue des maximalistes. Je comprends qu'il faille défendre la vision cypherpunk qu'a été celle de Satoshi Nakamoto. Mais le monde évolue très vite et c'est une nouvelle technologie qui elle-même, en 10 ans, a littéralement vu des dizaines de phases différentes. Donc aujourd'hui, on en est là avec, pour la première fois, un actif, une blockchain qui passe du proof of work au proof of stake. Et je pense que ça va ouvrir littéralement les portes à quelque chose de nouveau, tout simplement. Et sur le plan informatique, cette semaine, le jour exact de The Merge, c'est le... Ça sera ce jeudi 15 septembre. Ce jeudi. Et on va être entre 4 et 6 UTC, c'est-à-dire entre 5h et 7h du matin, heure française. Est-ce que y a-t-il une micro-nano probabilité que ça échoue et que le marché s'effondre jeudi dans la foulée? Alors, techniquement, on va prendre le truc au sens strict du terme. Je suppose que dans l'informatique telle qu'il l'est fait aujourd'hui, dans le code tel qu'il l'est fait aujourd'hui, tout peut arriver à n'importe quel instant et on l'a vu par le passé dans divers protocoles. Or, ce qui est arrivé depuis 2 ans pour Ethereum, on en est à 23 ou 24 tests
sur plusieurs clients, sur plusieurs sous-chaînes, etc. Enfin, ils ont fait plus de tests qu'on n'aurait pu jamais emmener, et notamment les derniers, là, les plus gros. Ce qui fait que ça voudrait dire que sur 23 ou 24 itérations précédemment, on a loupé des choses majeures, on a loupé des centaines de développeurs qui font de l'audit en continu. Enfin voilà, il y aurait vraiment quelque chose qui, depuis le tout début du code de Ethereum pour sa transition en Donc proof of ne stake, subsiste aucun doute alors, ça va. non, En non, fait, là franchement, la question que je me pose, c'est dans le sens inverse. Si voilà, on arrive jeudi que c'est bon, c'est officiel, tout s'est bien passé, est-ce que ça peut créer une nouvelle euphorie ou non, c'est acté. Moi, si tu veux, c'est toi l'expert. Il y a un début de narratif un peu positif qui se met en place au début septembre. Je n'arrête pas de garder en tête que le monde est devenu fou. Il y a des fous un peu partout. Et que le signe noir, tu sais, cette fameuse expression du signe noir, c'est le choc auquel on ne pense pas. Et c'est pour ça, je me demandais si du côté de The Merge, ne pouvait pas se cacher quelque part un tout petit signe noir. Mais bon, mais tu vois, mais on est d'accord, Gersen, notre excès de prudence, tellement on a pris des coups de marteau sur la tête depuis un an. c'est tout à fait ça. Et après, ben là, d'un point de vue technique, ben, comme je viens de le décrire très, très justement, très simplement, finalement, c'est qu'il y a eu tellement de tests qui ont été menés que ça serait vraiment extraordinaire qu'il se passe quoi que ce soit. Je suppose par contre qu'on peut avoir des petits ajustements de vraiment post-merge de dernière minute, par exemple un réagencement de blocs sur une transaction, deux transactions, quelque chose au début où finalement le temps que les deux moteurs finissent de s'imbriquer l'un dans l'autre, on puisse avoir un petit quelque chose. Mais vu que c'est arrivé là précédemment sur plusieurs testnets qui se sont déroulés impeccablement et que les core devs de la team Ethereum ont tous été si d'accord là-dessus que même presque ils ont tout avancé d'un cran pour dire ok, maintenant on est fin prêt, il n'y a plus aucun doute, voilà. Ça serait quand même le truc le plus fou qu'on ait jamais vu. Or même crypto, je pense qu'on en parlerait vraiment de partout. Donc c'est vraiment, voilà, c'est plutôt archi rassurant pour notre ami ETH. et tout à l'heure tu parlais de, alors tu as vu, j'ai affiché sous les yeux parce que tu en parlais tout à l'heure, la capitalisation boursière totale crypto. Et donc pour nos chers auditeurs, sachez qu'avant qu'on commence l'antenne avec CM, on se demandait, on supputait s'il n'y avait pas un début de parallèle avec la situation, cette situation-là, je vais zoomer dessus, qui était celle du marché crypto dans sa globalité. C'était au premier trimestre 2019, après les 90% de baisse, après l'éclatement de l'abus spéculatif qui avait été porté à l'époque par les traders particuliers, ce qui n'a pas du tout été le cas en termes de part relative des précédents bull market. Et voilà, nous avons le sentiment, mais après, on peut pas, c'est pas parce que ça ressemble que ça va se passer de la même façon, mais nous serions actuellement quelque part par ici. Nous serions actuellement quelque part par ici ou par ici. Notez d'ailleurs le parallèle sur le comportement du RSI qui nous a fait cette sortie de zone extrême. Alors, c'était début juin. Et voilà, je vous le remonte, nous serions quelque part par ici. C'est ça qui vient un peu alimenter le retour d'un micro-optimisme, restons prudents. Et ça tombe bien, c'est la semaine de The Merge. Ce que je veux dire par là, c'est que savoir est-ce que le marché crypto est en train de faire ce qu'il nous fait au premier trimestre 2019, pour moi, la réponse, elle est cette semaine. C'est pour ça que je te posais la question s'il y avait un risque là de signaux noirs ou d'effondrement ou d'un énorme bug avec The Merge, parce que la seule chose qui pourrait mettre en péril cette comparaison avec le premier trimestre 2019, d'un point de vue intrinsèque au marché crypto, ce serait du côté de The Merge. Mais au contraire, ça pourrait valider la comparaison si tout se passe bien. Oui, tout à fait. Après, je veux pas m'avancer d'un point de vue complètement technique par rapport à ça parce que j'ai peur de dire des bêtises et je poserai la question à Marc et d'autres personnes pour être tout à fait sûr de ça. Mais admettons qu'il y a un quelconque bug ou quelque chose qui n'aille pas au moment du déploiement effectif du mainnet du merge. Peut-être qu'on pourrait rebasculer sur l'ancien consensus, mais là, j'ai vraiment peur de raconter des bêtises. Donc,
on va dire que, admettons que ça, c'est pris pour acquis, qu'on ne peut plus aller que dans la direction du merge, qu'on ne peut plus revenir au proof of work du tout. Ça veut dire que si il y a bug, c'est 90-95% des altcoins, dont tout quasi les stablecoins, qui s'effondrent. Donc, Donc c'est la fin. Voilà, je pense que c'est la fin pour les cryptos tout court, quoi. C'est pas quelque Donc, en fait, chose. jeudi, c'est quand même, jeudi, ça, c'est vivement jeudi soir, alors. Ben exactement, c'est pour ça qu'on en parle encore et encore là, et d'autant plus qu'on est à J-2 et des brouettes, J-2 et demi, c'est quelque chose de complètement fou. C'est remplacer, comme on l'a dit souvent, un avion en plein vol avec les passagers à l'intérieur au niveau de ses moteurs. Donc c'est quelque chose de Il faut être complètement... un passager habitué à prendre l'avion, soit un passager qui dort, un passager qui aime prendre l'avion, un passager qui aime bien l'adrénaline. Il y a des gens qui adorent l'adrénaline. Hein. Il y a des passionnés. Il faut ce type de passager. C'est ça, et c'est pour ça aussi que par rapport à ce que tu pointais juste avant, là, par rapport à Ethereum pré-merge, post-merge, à même 72 heures avant, 72 heures après, une fois que ça sera acté pour les institutions que le réseau n'a pas eu de bug post-transition, ben pour eux, c'est l'assurance que ça y est, le réseau merge fonctionne. Les moins 99% pour le côté ESG, ESC, pour le côté green aux États-Unis, ils vont être comme des fous si ça fonctionne. En tout cas, de ce côté-là, ils auront un sacré narratif. Et le tout avec un asset qui, normalement, depuis le IP 1559, devrait devenir déflationniste au travers du temps, avec du jour au lendemain, moins 90% d'émissions d'Ether. Voilà, le tout avec un rendement. Ça, c'est pour le narratif énergie, ça. C'est pour le narratif énergie, et en plus, on aura un rendement à proposer aux institutions au début d'à peu près à minima 8% au tout début. Donc, il coche absolument toutes les cases. C'est ce que appelait Bitcoin la providence. On va voir si ça va être la vraie providence pour les instits. Ça va être un peu, d'ailleurs, ça va être étonnant parce que si tout se passe bien, c'est-à-dire qu'à partir de ces prochaines semaines, ces prochains mois, on ne va cesser de, parce que tu sais, les détracteurs du marché crypto, bon, on le sait tous, ils tapent sur la consommation d'électricité de Bitcoin. Mais alors, comment ça va se passer? C'est-à-dire que d'un côté, ils vont taper sur Bitcoin et alors, qu'est-ce qu'ils vont se dire sur Ethereum? Là, c'est justement toute la question. Est-ce que Ethereum va être poussé comme cette nouvelle classe d'actifs hyper désirable du marché crypto, qui ne consomme pas, qui offre du rendement, qui est le futur Google, Microsoft, Apple de la blockchain? Voilà, tous les narratifs possibles et inimaginables peuvent s'entendre. Après, je me méfie au niveau de l'action de prix. Par contre, il y a la valeur de ce que propose le projet, et ça, je pense qu'on en est tous convaincus. Ça ne veut pas dire que post-merge, on ne peut pas se prendre un moins 10, moins 20, moins 30 complètement inexpliqué et inexplicable, puisque on a des market makers qui sont très habitués, dans tous les cas, à prendre des directionnalités qui les arrangent, des cascades de liquidation qui sont déclenchées parfois très volontairement. Acheter la rumeur, vendre la nouvelle, tu veux dire. Exactement. Nous aurons acheté la rumeur tout l'été. Alors, sur ce sujet-là, je te montre et je montre à tous les participants. Vous avez l'agglomération de la mesure de l'open interest sur tous les contrats futurs ETH, c'est-à-dire tous ceux qui sont répartis entre les différents exchanges. Je vous laisse observer la courbe depuis la mi-juin. Vous la voyez, la belle inflexion haussière? C'est-à-dire qu'il y a clairement du côté institutionnel du pré-positionnement boule. Et ce pré-positionnement boule peut être celui qui nous mènera vers de nouveaux records en termes d'exposition. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le x2 de TH cet été, ça n'a pas du tout été un afflux de capitaux des investisseurs particuliers. Si tout va bien avec The Merge, il n'y a pas de raison que cette dynamique s'inverse. C'est quelque chose qui avait été repéré également du côté des options, où on avait quand même une propension des options à être, on va dire, plus en majorité call que put pour le pré-merge. Par contre, post-merge, on avait 80% des options à fin septembre qui repassaient sur des couvertures sur les calls. C'est-à-dire que là aussi, on a un peu de prudence avant, mais après, on a la sensation que les opérateurs ouvrent les vannes, littéralement. C'est pour ça que ça va être passionnant.
Franchement, moi, je reste prudent parce que on est obligé dans le contexte actuel de rester prudent. Et puis n'oublions pas ce que nous connaissons tous, c'est le contexte à côté. Maintenant, la question que je me pose, c'est en cas de redérapage du contexte externe. Je ne sais pas, une inflation à 20%, un prix du pétrole à $200, et la Russie qui coupe pendant 2 mois l'alimentation de l'Union européenne en gaz. Est-ce qu'à ce moment-là, le marché crypto survit malgré ses propres fondamentaux qui s'améliorent? C'est ça qui est gênant en fait. C'est pour nous qui aimons les graphiques, ce contexte. Pourtant, même si on veut faire confiance aux signaux graphiques, et moi j'ai très envie de faire confiance à ce que je vois depuis une semaine, mais j'arrête pas de me dire non, Vincent, tu es obligé de garder ta marge de recul parce que parce que le contexte là, il est quasi. Enfin, je pense que depuis que je suis né, je vais avoir 40 ans, le contexte actuel, je pense pas l'avoir déjà vécu en tant que professionnel des marchés. Donc voilà, il faut rester prudent. Tout à fait d'accord. Et c'est pour ça que aussi le marché crypto nous a habitués historiquement à des phases d'euphorie, de hausse qui sont assez costauds pour le coup et qui ne durent pas tant que ça en fenêtre de tir. En général, le gros d'un bull run, ça se fait entre 6 mois et au grand maximum 1 an, phase de distribution comprise. C'est Voilà la rarement distribution, tout à fait. Ouais, ouais. c'est rarement une fenêtre de tir qui est très grande. C'est pour ça aussi que on ne peut que, entre guillemets, sans rentrer dans quelques conseils en investissement que ce soit, recommander aux personnes qui nous demandent cet avis-là d'appliquer tout simplement un genre d'épargne programmée plutôt que d'essayer de se faire des nœuds au cerveau. Ah oui, Puisque, après, c'est de voilà. la gestion de son épargne, c'est la gestion du risque. Ouais. Ça a toute une dimension parallèle, mais effectivement, face à l'incertitude actuelle, il faut pas que il faut que ce soit une petite part de son épargne qui soit investie sur. J'irai pas jusqu'à dire qu'il faut que ce soit une part de son épargne qu'on considère comme perdue. Ça, c'est vraiment ce qu'on fait pour être à l'aise psychologiquement. Mais c'est pas loin de ça, la vérité, c'est que voilà, il faut faire attention. D'ailleurs, on parlait des précédents bull market et bear market, mais tu en parlais tout à l'heure. Je vous montre la représentation graphique du pourcentage de chute du Bitcoin par rapport à son ex-ATH, donc le pourcentage de drawdown. Notez que si tout va bien ces prochaines semaines, on se ferait un double bottom sur les moins 73%, qui sont le point de rebond de mars 2020, qui était le point bas du choc boursier de la crise sanitaire. Sauf que là, on est à 3 000 $, là, on est à 18-19 000 $, mais ici, le point bas à 4 000, c'était moins 73% depuis l'ex-ATH qui était à 12-13, et là, les moins 73% depuis les 69 000. Donc, alors voilà, c'est pour ça que je reste prudent, parce que soit on se fait un double bottom sur les moins 73% et on repart, soit en fait on fait une espèce de rectangle là, et on va chercher celle que j'ai toujours un peu en tête là, qui correspond 14 ou 15 000 $. Donc, c'est pas évident. Ce baromètre me fait être prudent. J'en ai un autre que je vous ai déjà montré, que je vous remontre, qui lui me fait dire que le point bas est fait, qui est le ratio Bitcoin S&P 500. Les deux sont en dollars. Je vois, si je devais décider que la tendance de fond était dictée par ce ratio, je dis le point bas est fait. Et voilà. Voilà. Il y en a d'autres qui. D'ailleurs, on était revenu sur ce graphique, c'est assez parlant pour le coup. Quand tu l'avais poussé, je m'étais dit, mais oui, on est revenu quand même très bas sur ce ratio, sur l'équivalent de 13 14 000. 500, 14 000 pour Bitcoin. C'est Donc, ça, parce que les 20K sont ici en termes d'équivalent. tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est assez passionnant et franchement, moi, j'aurais pas peur de dire que si la semaine se termine bien, avec un MERS qui va bien et qu'on a en fin de semaine un BTC sur les 23-24 et un ETH au-dessus des 2000, moi, je vais pas avoir peur de dire que, sauf signe noir ou bombe nucléaire, le point bas est fait. Mais bon, vous voyez, je mets encore des saufs quand même, parce qu'il faut être prudent. C'est ça, on a beau vouloir et être optimiste, il y a toujours cette retenue. Et comme tu le disais aussi à l'instant, dès le premier euro que vous mettez sur les marchés, que ça soit le marché crypto, les actions ou autre, il y a un risque de perte de capital partiel, voire total. Donc, comme d'habitude, voilà, nous ne sommes pas des conseillers financiers ou quoi que ce soit. On ne fait que partager, discuter autour d'une commune passion. Et c'est vrai que c'est devenu aussi, j'ai la sensation, bien que j'ai bien moins d'expérience et de recul que toi, et on continue d'en apprendre beaucoup à ton contact, bien évidemment, la sensation que les marchés se sont durcis d'un point de vue de comment nous, en tant que particuliers, nous pouvons les appréhender en tout cas. Oui, parce que c'est contrarien à fond. Et moi, j'ai beaucoup travaillé dans l'industrie du Forex. Que le Forex, c'est le marché d'échange.
Et donc, j'ai pu côtoyer des personnes qui ont pu évoluer soit très très haut dans les banques, dans les relations interbancaires ou carrément en banque centrale. Ils savent où sont les paquets d'ordre des traders particuliers. Ils savent où aller chercher la liquidité. Et ça aussi sur le marché des changes. Donc, c'est pas étonnant parfois de se sentir piégé en tant qu'investisseur particulier sur des niveaux de prix, parce qu'en fait, la chasse à la liquidité, c'est pas un mythe, ça existe vraiment. Et plus une classe d'actifs se professionnalise, plus les particuliers, statistiquement, peuvent perdre, parce que, au final, il y aura toujours cette confrontation institutionnelle et investisseurs isolés chez lui, quoi. Ils n'ont pas du tout les mêmes moyens que nous. On l'a vu encore récemment. Il y a BlackRock qui débarque, qui va ouvrir un desk et tout ça. Et BlackRock, c'est l'algorithme Ça fait partie Aladdin. des infos qui sont tombées cet été, justement, Exact. qui alimentent l'argumentaire en faveur de l'accumulation sur 19-20 cas. Ça en fait partie. Ça en fait partie. Mais ça écarte pas le fait qu'on aille à 15, mais ça écarte sûrement le fait qu'on aille à 10 ou 3. Oui, tout à fait. Et c'est là où, dans tous les cas, on prend bien conscience que nous, avec notre petit portefeuille crypto sur un petit échangeur et avec, en plus, comme tu viens de le dire, c'était très juste, on a même les échangeurs centralisés qui jouent contre nous, contre leurs Bah, propres ça. clients, pour aller chercher Ils vont les pas le crier trucs. sur les toits, ils vont pas le crier sur les toits, mais Ils ont la visibilité, je veux dire, ils ont moi je une sais que overview complète. côté broker, ça se fait. Ouais, et c'est Je dis vrai pas que bon. je dis pas l'intermédiaire particulier, le broker retail, le standard. Ça se fait du côté des prime brokers, ceux qui apportent la liquidité au broker retail. Et là, ils savent très bien faire. Ah oui, bah, récemment encore, je l'avais vu tout simplement parce que il y a des sites qui proposent comme Whale Alert, que ça soit sur Telegram ou sur Twitter, de visualiser les moments où on a des paquets, des ordres bien plus gros que d'habitude à l'achat ou à la vente. Et l'autre fois, c'est comme ça qu'on a débusqué une phase de vente de FTX il y a quelques jours, qui Ouais. vendait toutes les minutes 50 bitcoins par minute. Et je veux dire, si ça, c'est pas téléguidé pour essayer de déclencher une Complet. cascade de liquidation, voilà. Et d'ailleurs, dans le scénario, parce que là, c'est vrai que depuis le début de l'émission, Petite Heure, on est très positif, mais je vais vous donner le scénario bear qui piégerait tout le monde et que personne n'attendrait. C'est qu'au fond, là, on aurait l'amorce de quelque chose qui peut être haussier et intéressant, mais qui en fait aurait dès le départ sa limite, qui serait d'aller chercher cette énorme zone. Alors là, ne croyez pas que je vous montre simplement une ligne de résistance, une trendline, une moyenne mobile. Cette énorme zone, chers amis, c'était cette zone-là. C'était la zone du point bas du printemps 2021. Je pense que là où il y a le plus de liquidité, dans le cadre de ce rebond, c'est cette gigantesque zone. C'est-à-dire qu'en fait, on peut très bien remonter avec vigueur ici, sans pour autant affirmer avec certitude qu'on part au bull run. Je pense que le vrai seuil, la vraie limite, la vraie frontière, c'est l'intervalle 30-33. Et le scénario du pire serait donc qu'il nous fasse aller chercher cette zone, et ici, ils seront présents, et boum, derrière à 15. Ça, il ne faut pas l'écarter, ce scénario, il a une vraie bonne probabilité. Ouais, c'est ce dont on discutait aussi juste avant l'émission. Ça serait vraiment le scénario du pire dans le sens où ça laisserait une énorme fenêtre d'espoir et de retour même de plus petits portefeuilles qui vont FOMO finalement un peu entre 25 et 30 000, voire même un peu au-dessus de 30 000, puisqu'on peut très bien faire une fausse sortie à 35 ou quelque chose dans ce style et derrière réintégrer comme on l'a fait un bon paquet de fois. Et c'est pour ça que dans tous les cas, au long terme, pour avoir la validation de tout ça, ça prendra encore des mois, voire des trimestres, avec pour les gens qui se le sentent en tout cas, et c'est quelque chose là aussi qu'on ne peut que recommander au travers du temps, c'est quand vous venez sur un marché financier quel qu'il soit, que ce soit les actions ou les cryptos, c'est tout simplement d'être là pour à minima une paire d'années, voire 4-5 ans, et finalement, c'est aussi ce truc un peu cocotte minute, ce côté un peu urgent qu'a créé le marché crypto et qui fait littéralement perdre les pédales à tout le monde. Tu me corrigeras si je me trompe, mais dans les marchés traditionnels, pour un investisseur, on parle de quoi? De 5, 7, 10 en termes d'années. On n'a jamais été ni sur un an, ni sur 2 ans, ni sur 3 ans. C'est des échelles de temps qui sont en général beaucoup plus longues. Ouais, on va dire 10 ans pour être prudent. Donc voilà, c'est vrai que 10 ans, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? En gros, c'est la vie du marché crypto dans son entièreté.
Moi, c'est assez marrant parce que on parle de ça, tu parles de durée. Je me souviens que, je crois que tu l'avais peut-être déjà dit, hein, parce qu'il y a des choses que je radote un peu, mais cette fameuse durée des 10 ans, mon premier patron, est-ce que tu te souviens? Peut-être que je l'avais déjà dit. Mon premier patron m'avait dit, Vincent, j'étais tout content, je regardais les graphiques, j'avais l'impression de voir des choses et de prévoir le marché. Il m'a fait, non, Vincent, oui, tu as peut-être eu raison sur tel ou tel scénario là, mais il m'avait dit, Vincent, tu seras un analyste graphique quand pendant 10 ans, tous les jours, tu auras mangé du graphique. Ce qui prouve bien qu'en fait, ce sont des configurations qui se répètent et c'est vraiment de l'observation pour reconnaître les comportements de marché. C'est ça que j'aime bien dans l'analyse graphique. Alors après, je pourrais pas vous dire si quand ça faisait 10 ans, j'ai vraiment senti la différence, mais voilà, c'est, je pense, une durée qui est appropriée pour de nombreuses approches des marchés financiers, que ce soit la gestion de son risque, son exposition, sa gestion du stress, sa diversification. Le facteur stress, moi, je le mettrais au numéro 2 en termes d'importance. Je peux vous garantir que j'ai vu d'excellents analystes, connaissaient tout, ils avaient lu tous les bouquins, il n'y avait pas un truc qu'ils ne savaient pas. Ils ouvraient une position, ils ne bougeaient pas, ils transpiraient même un petit peu. Ils n'étaient pas bons traders. J'ai connu des traders qui en vivent, j'en connais 2 ou 3. Moi, je ne vis pas de mon trading. Je connais 2-3 personnes qui vivent de leur trading. Un peu Forex, un peu crypto. Ils n'ont quasiment jamais lu un seul bouquin d'analyse technique. Par contre, ils ont le sang-froid. Voilà. Et ça, c'est. Je pense que c'est un peu le genre de profil qu'ont reçu plusieurs fois Journal du Coin avec High Stake Capital qui passe des ordres en crypto en dizaines, voire centaines de millions parfois. On est vraiment sur un Français là qui pèse pour le coup. Et c'est quelqu'un qui, quand il faut en savoir gérer discute, son stress. il a strictement pas vraiment d'état d'âme sur ce qu'il est en train de faire. Un peu comme nous qui prendrions une position à 1000 ou 5000 $. Il est capable de faire avec la même, le même quelque part presque détachement, pareil avec 50 millions. Et ça, je veux dire, c'est quelque chose qui doit être donné à quasiment personne. En tout cas, ça doit être usant. Ça doit être moralement, je ne pense pas qu'on puisse tenir comme ça trop d'années si on n'a pas réussi à mettre un assez gros capital. Mais bon, en tout cas, félicitations à eux parce que je me souviens avoir parlé avec quelqu'un m'avait dit ça une fois. Pour lui, le succès en trading, c'était à 3/4 de la psychologie et 25% de méthodologie. Bon, chacun son avis. Je suis tout à fait d'accord avec ça et c'est, je pense, pour ceux aussi qui sont venus se frotter d'assez près au marché crypto, quelque chose qui a été passé au grill plus que de raison, à la fois notre patience et notre résilience, puisque là aussi c'est quelque chose au niveau du mindset, de la psychologie qu'on a traité bien souvent, dans le sens où vous pouvez tout simplement ne pas être fait pour ça, ne pas avoir le mental, aussi des gens qui pensent que c'est du gambling, du jeu d'argent et qui sont addicts à ça et qui vont faire un peu comme au casino, boule rouge, boule noire et en avant. Et ça ne fonctionne pas du tout. Donc, même au casino, on peut avoir une méthodologie. Hein. Donc, même à la boule, au casino, on peut avoir une méthodologie. Non, mais je vois ce que tu veux dire. En tout cas, voilà, c'est sur ça. Et je voulais aussi dire une chose aussi importante, c'est que bon là, on parle beaucoup des éléments qui vont impacter le marché crypto. N'oublions pas tous les thèmes habituels. Et puisque là, on fait la vidéo lundi, cette semaine, tu le rappelles, il y a l'inflation aux États-Unis mardi. Il y a la décision de politique monétaire de la Fed le mercredi 21 septembre. Là, on aura vraiment les big news. Derrière, ça va impacter le S&P 500 et surtout le dollar, car CM avait commencé à juste titre la vidéo par ça. Si le dollar devait repartir pleine balle à la hausse, le rebond fini crypto. Fini pour les cryptos. Yes, ben une semaine vraiment costaud pour le coup, avec en son sein, en son milieu, le merge pour Ethereum. Et donc, c'est une semaine tout à fait spécifique là pour le coup à véritablement marquer dans le calendrier et qu'on est en train de dimanche, que tous les éléments soient établis, posés, boum, pouvoir prendre tranquillement ces graphiques en se disant qu'on pourra faire confiance à l'analyse technique. Vivement dimanche. Vivement dimanche. Et pour une fois, je pense qu'on pourra clôturer là-dessus parce que c'est presque devenu un mème. Pendant un temps, on titrait notamment sur les émissions de temps en temps, cette journée est décisive, cette semaine est décisive, ce mois est décisif. C'est tout le temps décisif. Mais là, cette semaine, elle l'est.
Et là, pour Et le ce coup, mois je aussi pense d'ailleurs, que ce mois aussi. ouais, on sera d'accord pour dire qu'on est sur une véritable semaine décisive dans un Ouais, mois qui pourrait l'être tout autant et pour ce coup-ci, peut-être pas en plaisantant pour le coup. tout à fait, tout à fait. Donc merci à tous d'avoir été là. Merci Vincent. On Merci était Seb, merci à tous. Moi j'étais 950, ravi, un super moment comme d'habitude. 950 en plein après-midi, en mi-septembre, on va dire, allez, sortie de berre, avançons-nous un peu. Bon, Et j'espère bien évidemment que on aura de très beaux déroulements. Et en tout cas, voilà, ça fait toujours plaisir de partager le micro avec toi. Et et moi surtout aussi, merci. que tu nous démontres avec quelques graphiques très simplifiés que voilà, il n'y a pas besoin non plus de se faire trop mal au crâne pour essayer de comprendre les choses. Et Ouais. c'est toujours un réel plaisir de te recevoir. Eh bien merci, à bientôt et à bientôt tout le monde. Très bonne fin de journée et on vous dit à demain. Salut!